Bonjour, nous nous retrouvons dans la partie 3 des films que je vous conseille le plus de voir. Je ferai un petit sondage de la communauté pour voir si vous voulez une partie 4 à la fin. Et tout dépendant de vos résultats, je m'adapterai. Si vous voulez qu'on conclue cette trilogie avec ces 30 films ou vous voulez en voir plus, faites-moi le signe dans les commentaires ou dans la section communauté de ma chaîne. Donc j'essaie de voir plusieurs gemmes, plusieurs diamants de films de différents genres, de différents pays que vous n'aurez peut-être jamais vus. J'essaie de me focaliser sur des films que j'ai peut-être jamais vus et qui je vous conseille fortement parce que je les ai adorés. Donc sans plus tarder, on commence avec le premier film, Time, 2006, fait par film coréen qui est fait par Kim Ki-duk. Repose en paix parce que le réalisateur il est décédé en 2020. Donc qu'est-ce que ça parle ce film? Un film extraordinaire qui parle de la chirurgie plastique. Voilà, une femme sent qu'elle n'est plus désirée par son mari sexuellement ou physiquement ou tout ça, puis elle change son visage pour pouvoir lui plaire. Et on voit l'histoire entre la dynamique entre le couple et la Corée. Vous savez que le pays le plus dominant au niveau de la chirurgie plastique, c'est la Corée du Sud. Donc pour les Coréens, ce film-là, en 2006 aussi, quand c'était dans son inception, la chirurgie plastique a toujours eu lieu, mais comme aujourd'hui, c'est un autre niveau. Ça a frappé le peuple coréen. Et là, je vous l'ai dit, le cinéma coréen, c'est un cinéma qui s'est le plus développé dans tout le monde entier depuis les 20 dernières années. C'est même plus qu'à peu près 20-25 dernières années. C'est incroyable. Ils ont trouvé leur identité. Je l'ai dit dans les autres vidéos. Mais c'est important. Le film coréen, pour vrai, c'est très sous-estimé par certains. Pour les histoires qu'ils peuvent nous raconter, c'est pas juste voilà, des séries télé, voilà, des Korean drama. C'est un peu un drame aussi, mais quelque chose de mystique dans le film, quelque chose d'artistique dans celui-ci. Juste le poster, vous voyez, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement? On voit ça, c'est Time. Le nom du film, c'est Time, ça veut dire le temps qui passe. Les gens qui ne s'aiment plus ou qui doivent trouver le moyen de s'aimer avec leurs différences physiques. Je ne vais pas vous spoiler trop de ce qui se passe. L'homme va tomber en amour avec la nouvelle version de la femme qui s'est changé le visage. Et elle va pas avoir assez de courage pour lui dire que c'est vraiment elle. Puis ce soit là cette dynamique un peu qui baigne dans tout ça. Je considère que Kim Ki-duk fait un excellent travail pour démontrer ce malaise, ce mal-être d'être dans sa peau. C'est parce que vous sous-estimez des fois la femme le prend très personnel quand elle n'est pas désirée sexuellement ou voilà. Elle peut le prendre très personnel pour l'homme, ça peut être banal, mais ça le prend très personnel. Ok, même il y a vraiment quelque chose de chez moi qui le dérange et tout. Vous voyez toutes ces femmes qui font des chirurgies plastiques, mais aussi des implants mammaires et autres modifications de leur corpulence. Même si l'homme n'a jamais spécifié qu'il voulait un changement, des fois il le dit pas, mais la femme le sent. Il faut communiquer dans un couple, je l'ai dit 1000 fois, il faut communiquer dans un couple, dire nos tracas, et ça peut éviter beaucoup des imprévus comme on voit dans le film. Et ça va juste en suivre à de nouveaux drames et ça finira plus. Donc voilà. Deuxième film de ma liste. Nous retrouvons avec The Bear, un film de Jean-Jacques Hano. Vous connaissez probablement ce réalisateur français qui adore les films biographiques d'animaux ou les films d'observation animale. J'en ai déjà montré quelques-uns entre deux, je pense, des films d'animaux. Mais c'est pas par le même réalisateur, mais ça c'est de Jean-Jacques Hano. Un film qui s'appelle The Bear, c'est un film basé sur un livre d'un homme qui a survécu à un ours. Une maman ours. C'est un film des plus mignons, juste vous voyez le poster et tout. C'est un des films les plus mignons que j'ai vus de toute ma vie. On voit une caméra qui filme le quotidien de vrais ours avec une maman ours. Et il y a des chasseurs, un groupe de chasseurs qui veulent justement chasser ces ours-là. Parce que selon eux, ils pensent qu'un ours c'est maléfique, c'est machiavélique. Et c'est leur, entre guillemets, c'est la raison qu'ils utilisent pour pouvoir chasser l'ours. Après, ils réalisent pas que l'ours, il fait juste, ça surtout la maman ours fait juste défendre l'ours. L'histoire est racontée par un de ces chasseurs-là qui a survécu. Tout le monde a survécu, en fait. La maman ours, elle a confronté ce chasseur-là qui a écrit le livre. Et comme vous avez pu comprendre, elle a survécu. Elle a laissé en vie. La mère, elle a vu qu'il voulait s'attaquer à l'ours, puis à son bébé, excusez-moi de cela. S'attaquer à son bébé et tout cela.
Elle n'a pas bien pris, mais malgré tout, elle a laissé la vie sauve, malgré qu'elle aurait pu le mettre en lambeaux. Et le gars était tellement été traumatisé par cette expérience, mais tellement été soulagé aussi, qu'il a décidé d'écrire ce livre puis devenir un des plus grands défenseurs des ours. Un plus grand défenseur des ours du monde entier. Tu vois comment la vie fait les choses. Hugh the Bear et Bart the Bear, c'est les noms des deux ours qui ont été, puis malheureusement ils sont décédés, hein, on s'entend. Oh non. Hugh the Bear est toujours, je pense, il est décédé en 2011. C'était le petit. Et le grand ours, c'est Hugh, la maman, elle est décédée en 2000. Elle a vécu 23 ans. Pour un ours, 23 ans, c'est quand même quelque chose. Donc voilà ce qui constitue ce film de Jean-Jacques Hano. Je vous conseille fortement de le voir. C'est même, il n'y a pas de dialogue, presque pas de dialogue. C'est voilà, un film d'observation des animaux. Et ça prend quand même du courage au réalisateur de pouvoir tourner quand tu as des véritables ours devant toi, qui sont très imprévisibles, qui peuvent aussi, pour les membres de l'équipe de tournage, ça peut être aussi dangereux si un ours, voilà. On a vu ça dans certains de ces autres films avec les tigres et tout ça, qui avaient filmé qu'il fallait qu'ils nourrissent les tigres régulièrement pour pas qu'ils puissent être tentés d'attaquer l'équipe de tournage ainsi que de rendre l'atmosphère dangereuse. Donc moi, j'applaudis l'effort de ça. Il adore. Puis je pense que même le réalisateur Jean-Jacques Hano, il s'est fait graffiner ou je ne sais quoi par un ours. Ouais. Il s'est fait graffiner, je pense, le corps, ou il a perdu quelque chose, ou c'était un des sacrifices qu'il a fait pour faire ce film. Donc ça vaut le coup, vraiment. Et quand on voit surtout les références après, ça fait rêver. Donc voilà pour le film 2. Troisième film, Cube. Un film qui a été fait en 97 par Vincenzo Natali, qui est un réalisateur italien qui fait souvent des films d'horreur comme ça. C'est sa série, à mon sens, la plus réussie. Peut-être certains d'entre vous connaissez ce film Cube, un film de science-fiction. La manière dont le film commence, ça vous donne tout de suite une perspective. À quel point ça va être... Et le poster, c'est la première scène du film. Déjà, vous allez aussitôt être immersé par cet univers. Les effets spéciaux sont extraordinaires dans ce film. De pouvoir apprendre à utiliser... Qu'est-ce que c'est le cube? C'est des gens qui sont emprisonnés dans une espèce de cube géant, un peu comme la box de Pandore. Et il y avait un épisode de Ben 10 aussi, dans lequel on avait une espèce de cube géant dans lequel il y avait des salles qui tournaient et tu devais sortir du cube. Puis il y a des espèces de calculs mathématiques dans ta tête que tu dois pouvoir te souvenir. Parce que les salles changent, même si tu vas par là, puis tu reviens, c'est pas la même pièce qui revient encore. Puis dans chaque pièce, il peut y avoir des pièges qui peuvent vous tuer. Que ce soit des lasers, des sables de froid ou de feu ou je ne sais quoi d'autre, des gaz, des piquants, des flèches, ça peut être n'importe quoi. Voilà, vraiment un peu comme une Indiana Jones, mais version beaucoup plus futuristique, beaucoup plus moderne. Surtout pour les époques dans les années 97, ce film-là est une réussite. Un vrai de cela. Donc comme je reviens au film numéro 3, Cube. C'est un film qui, pour les gens qui adorent la science-fiction, qui adorent l'horreur, on mélange ça très bien ensemble, un peu le côté même suspense, thriller. Il y a un peu de tout dans ce film. Il y a aussi une certaine haleine parce que les personnages, voilà, on a été introduits avec ceci au fur et à mesure et des différentes personnes qui ont été enfermées dans ce cube. On ne sait pas la raison tout de suite. Et on ne sait pas qui va mourir. C'est pas une série télé, je vous rappelle, c'est un film. Il n'y a pas vraiment de protagoniste en soi. Ils sont tous dans la même situation. Le cube dans lequel ils sont, le cube au piège, celui qui contrôle l'histoire dans laquelle il va se diriger. Donc j'adore ce concept, qu'il n'y a pas vraiment de protagoniste. Et que l'antagoniste, c'est une espèce de cube, ou c'est peut-être des gens qui les ont mis là, mais on ne sait pas comment ils se sont retrouvés là. Ils sont réveillés d'un coma et ils sont dans ce cube. Donc c'est vraiment intéressant. C'est un peu l'ancêtre de films Décadence, si vous connaissez. Hein? Sauf que c'est dans un seul lieu et les gens peuvent travailler ensemble pour se sortir ensemble de tout cela. Donc voilà pour ce qui est du film numéro 3. Je vous le conseille fortement. Un bon film de science-fiction. Maintenant, quatrième film, 2010, un film espagnol mexicain, excusez-moi, mais bon, c'est pas d'Espagne, mais fait en espagnol, de Alejandro G. Iñárritu. Désolé si j'écorche son nom.
Javier Bardem, si vous savez pas que c'est un des meilleurs acteurs du monde entier, ça va vous convaincre. Beautiful, c'est un film de drame de 2010 dans lequel un homme qui est atteint de cancer essaie de vivre sa vie comme il l'entend de ses propres moyens. Ça a l'air anodin, ça a l'air simple comme trame, comme synopsis, mais ce l'est pas. Ce film a gagné, je pense, il a été nominé pour 2 Oscars. A été présenté au Festival de Cannes. Un film qui, honnêtement, tout le monde veut. Le cancer, tu choisis pas ça, hein? Non, shit, non, mais pour vrai. Tu choisis pas le cancer, mais tu peux choisir comment tu veux vivre tes derniers moments. On a vu ça dans plusieurs films, ou même dans Breaking Bad, ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui veulent pas vivre leurs derniers moments avec des machines, puis des trous dans des tubes dans les nez, constamment en train de tousser, de cracher du sang et je ne sais quoi. Ils veulent vivre leurs derniers moments avec leur famille, ou voyager, ou faire autre chose. Ils veulent vivre leurs derniers moments comme ça. C'est pas égoïste. Ils ont le droit de vivre les moments comme ça. Et ce film-là représente parfaitement un homme qui est relativement jeune, est dans la quarantaine à peu près, mi-quarantaine, et on lui donne ces nouvelles absolument horribles. Et ils doivent naviguer à travers ça, le mec. Et on voit en tant que père, on le voit naviguer à travers ça. C'est tellement touchant, sa performance, c'est tellement subtil, c'est une belle beauté. Et on voit les petites attentions, les petits moments comme ça sont mis en avant pour créer cette histoire fabuleuse que Alejandro G. Añárritu veut nous donner. Donc voilà pourquoi je vous conseille ce film. Ça peut vous toucher certainement si certains membres de votre famille est atteint de cancer et tout. Ça peut surtout vous toucher plus vous spécifiquement. Chaque film de votre peut toucher certains groupes d'individus de manière spécifique. Et ça, c'est un film qui m'a touché moi aussi beaucoup à cet effet. Pour ces diverses raisons. Ce qui nous amène au 5e film, Before Sunrise, de 1995, par Richard Linklater, un de mes réalisateurs favoris de tous les temps. Un film avec Ethan Hawke et Julie Delpy, la française. Ethan Hawke, vous connaissez très bien l'acteur, un de mes acteurs favoris aussi. Un film comédie, drame, romance. Ça, c'est mon type de film romantique. J'ai rien contre les films romantiques. Mais ça, c'est un film exactement comme je les aime. Un film philosophique, romantique, complexe et beau. On voit un couple, pas vraiment un couple, c'est 2 étrangers qui se rencontrent dans un train, qu'ils connectent avec le dialogue. Ils parlent même pas d'amour. On sent pas la tension sexuelle dans le film. Ils font juste discuter comme des gens qui se connaissent depuis le début. Ils parlent de tout, de la philosophie, de la vie, de l'amour, est-ce que ça vaut la peine, de tous ces concepts-là philosophiques, mais de manière tellement moderne, tellement facile à comprendre. Les gens se prennent pas pour de la marde en bon québécois, ils se prennent pas pour le pape ou je ne sais quoi, je sais pas c'est quoi l'équivalent d'expression française. Ils se prennent pas pour n'importe qui, voilà, ils sont eux-mêmes, ils sont jeunes, ils ont toute leur vie devant eux. C'est un film qui s'adresse souvent aux jeunes, hein? Jeunes adultes, qui va vous apprendre beaucoup de leçons sur la vie. Il est vraiment un film, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais vous savez de quoi je parle. Vous avez à peine 24 heures devant vous. Vous vous êtes rencontrés dans le train s'arrête. Tu sais, habituellement, les trains s'arrêtent pour vous permettre le temps de vous visiter, et après, le train va repartir. Donc, les autres, ils savent très bien qu'il y en a un qui remontera pas dans le train, et l'autre va remonter dans le train. Donc, ils savent qu'ils ne se reverront plus. Donc, ils ont juste à peine 24 heures, ils ont juste la nuit, si je ne m'abuse, pour passer ensemble, sinon le film dont le nom Before Sunrise. À vrai de cela, revenons au Before Sunrise, c'est un film excellent, mon style de film romantique. J'ai trop surestimé les scènes sexuelles dans les films. Vous avez vu ça dans chacune des séries Netflix, tout ce que vous avez dans votre quotidien. Il y a trop de scènes sexuelles, je trouve que c'est abusé, ils en font trop. C'est comme s'ils ont un temps, un quota, ils veulent remplir du temps, ils font un film d'1h30, 1h40. Ils me disent, ok, on va mettre une scène sexuelle qui va genre durer 10 minutes ou je sais pas quoi, c'est juste pour remplir du temps. Mais il n'y a rien qui se passe, ça fait pas progresser nécessairement les personnages dans cette scène sexuelle. Il n'y a pas de dialogue concret ou profond dans lesquels les personnages échangent des informations.
Il n'y a pas une mise en situation annexe avec la scène sexuelle. Mettons, c'est un film d'action, il y a un fusil qui est en dessous du lit, puis ça va avoir un effet plus tard. Vous comprenez? C'est souvent juste une scène pour une scène, mais qui a absolument aucun intérêt d'être là. Juste parce que voilà, des réalisateurs ou je ne sais quoi veulent voir des acteurs ou des actrices nus. C'est un peu malsain et tout. C'est un petit peu. C'est inutile, hein. Si ça n'a aucune utilité à l'histoire, ça n'a aucune utilité à l'histoire. Et ces films-là, il n'y a pas de scène sexuelle. Oh, spoiler. Non, mais pour vrai. C'est le seul point de ce film-là. On veut pas les voir nécessairement s'unir. Et j'adore le concept parce qu'ils viennent se rencontrer dans le train. Ils se connaissent pas. Ils ont à peine 24 heures pour passer du temps ensemble. C'est pas assez. Bon, les gens me disent, oh, ben oui, c'est assez pour. Regardez-vous, vous vivez votre vie de promiscuité, ok? Mais en règle générale, c'est trop tôt pour beaucoup de gens, autant hommes que femmes, d'aller là-dedans et tout. Ça, c'est fait du bien. Que les gens vous traitent littéralement comme des êtres humains, pas comme un morceau de viande. On se parle ensemble, il n'y a pas d'attente. Après, tu sais, on se parle ensemble, puis si on se revoit, voilà, ça serait une autre histoire. Mais là, voilà, on vient de se voir et voilà. Fait que ce film-là, c'est extraordinaire. Je peux parler de ce film-là pendant des heures parce qu'il est tellement bon dans sa morale. Et je vous conseille vraiment de regarder d'autres films de Richard Linklater. Je vous le conseille parce que ce réalisateur-là, j'adore sa philosophie. Il fait beaucoup de films comme ça. Il rend la philosophie cool, moderne. Donc voilà pourquoi je vous conseille ce film. Qui nous amène au 6e film, Room, 2015, qui était fait par Lenny Abrahamson. Un film de drame, un gros drame. D'un petit garçon qui est né dans une pièce, qui n'a jamais vu le monde extérieur. C'est l'équivalent d'être né dans une prison. Et il est dans une famille comme ça. Lui, il n'a jamais vu l'extérieur. Il n'a jamais vu l'extérieur, il ne sait pas c'est quoi l'extérieur, le soleil, tout ça, il ne sait pas c'est quoi. Parce que le père, c'est un violent père qui, voilà, il voulait, si c'était la mère, il voulait lui faire du mal, puis il voulait empêcher son fils de pouvoir sortir, puis il lui donner de la nourriture et tout, dans cette pièce-là, littéralement quand il était en prison. Et vous voyez le poster, vous dites, ah, j'adore le poster déjà. J'adore le poster parce que vous voyez le décor en arrière de la mère et de l'enfant, c'est à quoi ressemble la pièce dans laquelle il vivait. Donc le gars avait répliqué un ciel bleu avec des arbres et tout. Vraiment bizarre, effectivement, pour un gars qui ne veut pas que vous voyez le monde extérieur. Puis là, le garçon n'a qu'une idée, puis après, éventuellement, dans cette scène dans laquelle le garçon, il faut qu'il soit... On le dégage, ça, tout le long du film, la mère doit travailler un moyen de s'échapper avec son fils de cette pièce-là. D'appeler à l'aide au bon moment que la bonne personne les entende pour qu'ils puissent les aider à se sortir de là. C'est un film qui déchire le cœur. Mais un film qui, vraiment, je vous conseille de le voir parce que... Ou si vous vous mettez à la place d'une personne qui n'a jamais vécu un monde, une autre perspective, et qu'elle doit aussi naviguer à travers cette nouveauté complète. Ça, c'est extraordinaire de naviguer là-dessus. C'est le 223e film le mieux noté de tous les temps par IMDb. Il a gagné un Oscar, donc bravo pour eux. Le 7e film, Old Boy. Un film coréen de 2003 qui a été fait par Park Chan-wook. C'est probablement le film le plus populaire de toute cette série des 10 là. Oui, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être vu, mais pour les gens qui l'ont pas vu, parce que c'est plus qu'il y en a qui l'ont pas vu ou qui en ont entendu parler, je vous le conseille. Un film qui parle sur le concept de la revanche, de la vengeance. Est-ce que ça vaut le coup? Vraiment. Park Chan-wook, excellent film, excellent réalisateur. Je le dis, le cinéma coréen s'est développé depuis les dernières années. C'est un homme qui s'est fait kidnapper et emprisonner pendant 15 ans. Au moment où il est remis en liberté, tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit trouver qui l'a capturé pendant tout ce temps-là. Pendant 5 jours, il est en train de le poursuivre pour qu'il le trouve. Puis il y a une révélation monumentale à la fin du film, attristante, un combat. Et j'adore le quotidien des personnages qui ont l'air ordinaires, mais qui sont mis dans des situations tellement extrêmes, qui font des choses extrêmes. Je l'ai dit, le cinéma coréen,
au niveau des costumes, au niveau des décors, de tout ça, c'est très propre, c'est beau, c'est clean. Mais au niveau des idées, ils sont extrêmement violents. Les idées au niveau des actions, et, le côté sadique qu'il peut y avoir dedans est très très explicite. C'est ça qui fait, comme je vous ai dit, du cinéma coréen, ce qu'il est. Donc vraiment, je vous le conseille. C'est pour moi un des meilleurs films coréens de tous les temps. Littéralement, un de mes top 5 films coréens que j'ai jamais vu. Le 79e film le mieux noté de tous les temps, selon IMDb aussi. Voilà, sans plus, je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Un film à voir, absolument. 8e film, Total Recall. 1990, c'est un film de Arnold Schwarzenegger qui a été réalisé par Paul Verhoeven. Désolé si j'écorche son nom. Je pense que c'est le premier film d'Arnold Schwarzenegger que j'ai mis dans ma liste. Pourquoi ce film? Pour moi, je pense que c'est son meilleur film que j'ai vu de tous les temps. Et oui, j'en ai vu beaucoup. Moi, je pense que j'ai vu presque tous ces films. Voilà, un film de popcorn, hein, les films d'Arnold Schwarzenegger. On ne s'attend pas nécessairement à vous regarder quelque chose pour nous garder en haleine. Mais celui-là, c'était fait en 90. C'était une comédie à l'époque. Vous dites, ah, c'est drôle. Non. Aujourd'hui, c'est un film d'horreur. Si ce film, parce qu'on parle de Mars, d'aller sur la planète Mars et tout ça, c'était vu comme quelque chose d'utopie ou une espèce de paradis, d'un futur impossible. Ça, c'était fait en 90. Et là, aujourd'hui, c'est comme si c'est un film d'horreur. De voir comment ils ont imaginé ce concept. D'aller sur la planète Mars, qu'est-ce qui peut arriver aux gens qui vont là-bas. Et comment le monde il change à une vitesse grand V. Donc, pour résumer, c'est un homme qui va dans des vacances virtuelles, ses mémoires d'une planète Mars qui sont implémentées dans son cerveau. Une série d'événements le force pour revenir dans sa planète pour de vrai. Or is he? C'est-à-dire, où il est-il vraiment? C'est un peu comme le concept de la matrice, la simulation, tout ça. La matrice, c'était après, en plus. La matrice est sortie 9 ans plus tard. Donc, je suis sûr que la matrice s'est beaucoup inspirée de ce film-là aussi pour le créer, hein. Puis, je pense que c'est un des films qui est le plus overlooked. C'est-à-dire que c'est un des films qui est le plus sous-estimé, le plus mis de côté. Mais pour vrai, Total Recall, ça vaut le coup d'être vu. C'est un des premiers films que j'ai vu de ma vie aussi. Et vraiment, c'est un film d'horreur, parce qu'on le voit aujourd'hui. Donc, mettez-vous pour l'époque comment les choses doivent être vues. Donc, je vous conseille fortement de le voir pour ce raisonnement-là. C'est un film qui va vous faire réfléchir aussi, vous faire rire, peut-être qu'il va vous faire peur. Quand vous n'arrêtez pas d'altérer avec la version d'aujourd'hui et la perspective de l'époque. Ce qui nous amène au 9e film, The Sea Inside, un autre film espagnol, cette fois-ci qui est fait par Alejandro Amenábar. Il y en a deux, hein. Alejandro Almodóvar et Alejandro Amenábar. C'est deux Alejandro différents. Alejandro Amenábar, il est moitié chilien, moitié espagnol. Alejandro Almodóvar, lui, il est espagnol d'Espagne. Au complet. Donc là, c'est pas lui. On parle de Alejandro Amenábar qui est moitié chilien, moitié espagnol. Encore Javier Bardem qui joue dans Javier Bardem qui joue dans ce film-là. Mais c'est un acteur fantastique. C'est un docudrama, un film drama qui parle de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est un sujet, voilà, c'est un débat qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait débrancher des gens qui sont en phase terminale comme ça sur une machine ou pas? Le film en parle beaucoup d'une manière tellement magnifique, théâtrale. Et c'est très clair. Le gars qui a écrit ce livre-là, je ne me souviens plus exactement si c'était la personne qui était en euthanasie puis qui écrivait pendant ce temps-là ou si c'était la personne qui ne voulait pas la débrancher qui a écrit ce livre. Parce que lui, il voulait qu'on le débranche. Hein. Le gars qui était sur son lit de mort, il voulait qu'on le débranche. Mais les gens autour de lui, c'est des gens qui étaient plus religieux, tout ça. Et non, on fait pas ça. C'est pas ce que Dieu veut. Il y a tout ça. C'est l'espèce de... Il est frustré. Il est forcé à vivre dans un monde qui veut pas. Donc, on avait vu justement avec le cancer la dernière fois. Et là, ça revient d'une autre façon. Ça s'est fait en 2004, le film. Désolé, je pense que j'ai oublié de le dire. 2004. Un film qui a gagné un Oscar. Excellent film, je vous le dis là. Ça va vous ouvrir les perspectives sur les deux versions de voir si vous êtes pour l'euthanasie ou pour contre l'euthanasie.
Voilà, si vous voulez débrancher quelqu'un ou pas, même si c'est sa volonté de se faire débrancher, est-ce que vous allez quand même vouloir le faire ou pas? En fait, c'est pas l'euthanasie parce que le gars il pouvait parler. C'est pas comme s'il était dans le coma. Il était pas dans le coma, mais il allait mourir. C'était clair. Il allait mourir, puis il voulait prendre des médicaments pour se tuer tout de suite, puis on le cachait ses médicaments, puis tout ça, puis on l'empêchait de se pendre, on l'empêchait qu'il fasse des trucs. Donc il y a cette frustration de vivre, mais cette frustration de ne pas pouvoir vivre pour longtemps. Donc vous voyez un peu le dynamique. Un film excellent, The Sea Inside. Je le conseille fortement. Ce qui nous amène au 10e film. Film japonais. Like Father, Like Son. Un film de 2013 par encore notre cher Hirokazu Kurida. Pour moi, c'est un de mes réalisateurs favoris que j'ai découvert depuis la dernière année. Un film au Festival de Cannes qui a gagné plusieurs prix. Pour vrai, il mérite. Il n'y a pas de gagné d'Oscar, mais il mérite. Un film qui se base sûrement sur la vraie vie. Même si c'est pas, c'est pas un film biographique, mais on sait que ça pourrait se produire dans la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire de deux familles qui ont un enfant chaque. Admettez moi, un enfant chaque. Mais l'enfant, il ressemble pas beaucoup aux parents au niveau de ce qui. Tu sais, il y avait des parents qui étaient très fortunés, qui avaient beaucoup d'argent et qui voulaient apprendre leur fils à jouer du piano, puis ils pouvaient pas, ils étaient pas capables, ils étaient pas un prodige au piano, puis ils disent comment ça, j'ai dépensé tellement d'argent pour ce bon piano, ça ne marche pas. L'autre famille, c'est des familles plus entre guillemets ordinaires qui ont un. J'aime pas utiliser ce terme. Une famille qui sont plus avec un salaire modeste. Une plus grande famille, les autres, je pense qu'ils ont 3 enfants. Puis la famille de riches, ils ont juste un enfant. Un jour, les médecins appellent les deux familles. Les deux familles se présentent, ils se voient pour la première fois. Tout de suite, bon, il y a du jugement qui est fait par la famille riche que par la famille pauvre. Les familles pauvres s'en foutent un peu, sont beaucoup plus heureux. Puis on voit la dynamique des deux familles. La famille pauvre éduque leur enfant avec la joie. Le père joue avec les enfants, puis lui aussi il retombe en enfance comme ça. Puis les familles riches, ils voient plus la discipline, les règles, voilà, être strict et tout. Les docteurs leur annoncent, on a fait une erreur à la naissance. On a échangé les bébés. Quoi? Oui, on a échangé les bébés. Votre bébé, c'est pas votre bébé, c'est le bébé de l'autre famille, puis vice-versa. Là, tu mets. L'enfant, il a déjà au moins 5 ans, là. 5, 7 ans presque, 5, 6 ans. Il a déjà vécu 5, 6 ans avec une famille. Fait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on switch les enfants comme ça, puis ils doivent vivre dans un environnement complètement différent parce qu'ils ont bien vu qu'ils étaient des familles complètement différentes avec différentes valeurs, ou on laisse ça comme ça, puis chacun garde son enfant comme tel. Et ah là là, c'est une situation vraiment spécifique et désagréable de se retrouver dedans, mais imaginez-vous que vous êtes dans cette situation-là en tant que parent ou en tant qu'enfant. J'adore cette dynamique. Comme je vous l'ai dit, c'est triste, mais c'est magnifiquement décrit. Hirokazu Koreda, il y a beaucoup de films dans lesquels il parle de l'abandon des enfants ou du quotidien des enfants. Beaucoup de ces films se spécialisent là-dedans, dans tout ce qui est relations familiales, et j'adore ça. Parce que ça donne une perspective sur les deux, hein? Une perspective sur la famille, une perspective aussi sur les parents. Dans ce film-là, on a les deux. Et là, le père riche, au début, voulait prendre l'autre enfant. Il voulait avoir les deux. Il dit, moi, j'ai assez d'argent pour m'occuper des 2 enfants. Puis la famille, l'autre, il dit, hey, pour qui tu te prends? Non, on le veut, notre enfant. Puis il dit, ah, tu pourras pas t'en occuper, t'as pas assez d'argent, puis bon. J'avoue, il y a du dialogue un peu cru comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment loin de la réalité? Il y a certains parents qui peuvent se comporter comme ça. Qui peuvent penser qu'ils comprennent tout de la vie et tout cela. Donc vraiment un film que je vous conseille fortement de regarder. C'est un film qui va vous faire... c'est comme une douche froide. Si je peux décrire ce film-là, c'est comme une douche froide mais nécessaire. Une douche froide, mais vous en avez besoin de ces douches froides. Ça va faire du bien. Après, vous allez voir, ça va faire du bien au long terme. Donc voilà, on constitue ma liste des 10 films que je vous conseille. Partie 3, trilogie. Donc si vous voulez une partie 4, allez voter dans la section communauté pour le sondage que je vais y glisser. En espérant qu'on se retrouve très bientôt pour de futures vidéos comme ça, de mes goûts personnels.
Je vais avoir d'autres idées de ce que je veux faire avec d'autres séries Je vais faire une série des personnages avec les meilleurs arcs de rédemption, les meilleurs héros et les personnages les plus complexes écrits. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je pourrais faire des sondages à cet effet. Donc, merci à vous. Restez à l'affût. Il y a des nouvelles vidéos qui s'en viennent. Donc, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt. Au revoir.